La rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État a vécu ce mardi. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de congrès du Palais du Peuple en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Les travaux du lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé dans le cadre du processus de Luanda ont débuté ce mardi à Goma. La RDC et le Rwanda y ont été représentés par leur ministre des Affaires étrangères. En dehors de nos frontières, élections présidentielles aux États-Unis, les résultats sont attendus cette nuit. À Diville-Nord, 6 habitants ont offert 3 voix à chacun des 2 candidats en lice. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'information sur votre chaîne de partout. Vous nous rejoignez. Bonsoir. L'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État s'est tenue ce mardi 5 novembre à la salle de congrès du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La justice et le droit ont été au cœur des engagements pris pour l'année. Emeline Kambidio. L'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État exercice 2024-2025 aura vécu avec la participation du président de la République. À l'ouverture de l'audience, après l'allocution du bâtonnier général, Iluta Ikombe Antoine Félicien, procureur général près le Conseil d'État, a dans sa mercuriale tenu à interpeller les acteurs judiciaires face aux missions leur confiées. Le défi du fonctionnement harmonieux de notre justice, auquel j'ai fait allusion en amont, ne peut, entre autres, être relevé au niveau des juridictions de l'ordre administratif que si le ministère public, près ses juridictions, est mis en situation d'exercer pleinement ses prérogatives légales par des textes spécifiques légaux ou réglementaires. Les auteurs de ces actes administratifs pourtant constitutifs d'infractions restent impunis et donc disposés à récidiver. Pour rencontrer le législateur dans sa quête de spécialisation du juge, il conviendrait de lever cette ambiguïté par une loi explicite, attribuant une compétence pénale aux juridictions administratives en vue de sanctionner les auteurs des infractions commises en matière administrative. Conformément à la disposition de la loi qui lui réserve le droit de prononcer un discours, la première présidente de cette juridiction s'est apaisantie sur les mécanismes du contrôle des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Il a été question au niveau de l'introduction de faire un aperçu général sur les actes administratifs et le principe de légalité qui s'impose également à l'administration. Au premier chapitre axé sur le mécanisme de contrôle par voie d'annulation, j'ai relevé que ce contrôle est exercé par le Conseil d'État sur base de la compétence que lui reconnaît la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée à ce jour. J'ai fait remarquer que les arrêts d'annulation rendus par le Conseil d'État le sont en premier et dernier ressort et s'imposent à tous, à l'administration, aux requérants et à toutes les juridictions. L'on retiendra de cette audience des engagements basés sur la justice et le droit. Et puisqu'on parle de justice, la haute cour militaire a pris en délibéré l'affaire qui oppose l'auditeur général au général-major Bruno Pezo, ancien commandant de la 34e région militaire, accusé d'avoir détourné des fonds appartenant à l'armée. L'arrêt de la haute cour militaire est attendu dans les tout prochains jours. Nico Kassanda. Après une instruction minutieuse menée par la haute cour militaire dans l'affaire qui oppose le ministère public au général-major Pezo et son complice, le colonel Patrick Mboma, poursuivi pour détournement des deniers publics appartenant à l'État congolais en général et en particulier à l'armée, la dite cause a été prise en délibéré par cette instance suprême de l'armée. Au cours de cette audience, le prévenu a plaidé non coupable en faveur de son client tout en rejetant et critiquant le réquisitoire du ministère public qui a demandé de condamner ces 2 officiers de FARDC à 5 ans de servitude pénale principale. Mais ici, qu'est-ce qui agit? Et je l'ai dit, monsieur le président. Lui-même le dit ici, grâce au PV. Lui-même le dit. Il était appelé en consultation. Pas aux arrêts. Pourquoi ces double jeux-là? Il faut être un homme, il faut savoir s'assumer. Si vous voulez tuer quelqu'un qui veut vous tuer, si vous voulez faire... Dites-le, il ne faut pas vous casser derrière les mots. Vous dites consultation, vers l'aéroport, on arrête. Pourquoi?
dire, Peso, vous êtes en état de... Il pouvait le dire clairement. Parce que c'est lui, sa hiérarchie. Il pouvait tout, parce qu'il avait tout le pouvoir. Mais même devant l'autorité générale, au mois de janvier, il était ici. Et alors, j'ai posé la question, mais le ministère public n'a pas répondu. En vertu de quoi, en vertu de quel document Peso a été arrêté au pied de l'avion? La contre-réplique du ministère public ne s'est pas fait attendre. Si vous aviez suivi attentivement le réquisition de l'officier du ministère public, vous serez peut-être suffisamment édifié. Vous n'avez même pas soulevé cette question. Voilà, lorsque j'ai analysé la participation criminelle, comme vous d'ailleurs, la participation criminelle peut consister soit en une cohérité, soit dans une complicité. Quant au général-major Peso, l'acte de cohérité, à ce qui le concerne, a consisté en un abus d'autorité. Après réplique et contre-réplique de partie au procès, la haute juridiction militaire dans sa chambre présidée par le général-major, le magistrat Jean Biveguete Solo, a déclaré clos le débat et a pris la cause en délibéré. Elle a promis de rendre la décision dans le délai. Sécurité, on en parle. Début ce jour des travaux du lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma dans le cadre du processus de Luanda. Le Rwanda et la RDC ont été représentés par leurs ministres des Affaires étrangères respectivement Olivier J.P. Ondungire et Thérèse Kwamba. Emeline Kambidio nous en dit beau. Les travaux du mécanisme de vérification ad hoc renforcé visent à assurer un suivi non seulement du cessez-le-feu tel que convenu entre les deux pays, ils ont également l'objectif de passer en revue les accusations mutuelles d'agression et d'attaque. Les deux pays sous la direction de l'Angola ont été représentés par leur ministre des Affaires étrangères, à savoir Thérèse Kwamba de la RDC et Olivier J.P. Ondungire du Rwanda, tous arrivés ce mardi à Goma. Ces travaux vont intégrer des officiers de liaison congolais et rwandais, une réalisation issue d'une séance de travail des experts de la défense et sécurité tenue le 31 octobre de l'année en cours. L'on signale que la grande barrière entre les villes de Goma du côté de la RDC et Gisenyi du côté de Rwanda est restée fermée aux migrants toute la matinée de ce jour à l'occasion de ces assises. Par contre, c'est la petite barrière qui accueillait tous les passagers. L'on signale que les cessez-le-feu qui fait partie des ententes de ce processus demeurent violés dans plusieurs territoires du Nord Kivu. De son côté, la société civile se dit inquiète et dubitative quant à ces assises au vu du comportement qu'affichent les autorités congolaises qui font confiance à ce processus, n'étant pas ignorantes du comportement des autorités rwandaises. Moïse Angui, militant de la Lucha Goma, a été joint au téléphone par Emeline Kambidio. C'est encore une fois une activité de routine. Parce qu'en fait, sur terrain, la situation reste morose. Les rebelles du M23 continuent à violer le cessez-le-feu tel que recommandé par les facilitateurs. Nous pensons qu'il faut d'abord que les Rwandais retirent ses troupes sur l'ensemble du territoire national avant que Kinshasa n'entreprenne toute démarche allant dans le sens de négocier avec le président Paul Kagame. Nous sommes tous conscients du fait que Kagame a toujours été caractérisé par la mauvaise foi et la malignité, je dirais même la ruse. Et si du moins Kinshasa ne fait pas preuve de prudence, nous risquons d'être roulés dans la farine et la situation va demeurer la même. Il y a donc le statu quo sur terrain, raison pour laquelle nous exhortons aux facilitateurs de contraindre Kigali de respecter d'abord ses engagements, seuls consistant à retirer de manière définitive les troupes rwandaises sur le sol congolais. Voilà un peu. Jusqu'à présent, nous sommes vraiment dubitatifs. Nous ne croyons toujours pas au président Paul Kagame. Autre titre, lancement le lundi 4 novembre de la 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire du Fonds pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique centrale, constituée de 9 pays membres de la région. C'est la première ministre Judith Suminwa qui a lancé ces travaux qui se poursuivent jusqu'au mercredi 6 novembre. Ceux-ci permettront d'analyser l'état actuel de l'écosystème agroalimentaire de la sous-région. Reportage Nico Kassanda et Patrick Issot. Cette rencontre placée sous le thème « Le potentiel de l'écosystème agroalimentaire en Afrique centrale »
rassemble le professionnel technique de la FAO ainsi que les acteurs de la lutte contre l'insécurité alimentaire de la sous-région. Dans son allocution, la chef du gouvernement congolais a réitéré l'engagement de la République démocratique du Congo à éliminer la faim, à renforcer durablement la résilience de populations vulnérables, à promouvoir l'essor du secteur agroalimentaire et à en faire un véritable levier de développement. La vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage, prône la revanche du sol sur le sous-sol, tel que reflété dans le programme d'action de mon gouvernement, dans son pilier sur la diversification de l'économie, en mettant un accent sur l'agriculture et la transformation agricole dans le cadre d'un développement durable et dans la paix. Ainsi, en lisant le thème de cette rencontre, le potentiel de l'écosystème agroalimentaire en Afrique centrale, financement public et privé, marché, recherche, certification, foncier et coûts, je me dois de relever la présence remarquable des institutions financières traditionnelles qui accompagnent la République démocratique du Congo dans ses différents projets de développement, essentiellement à travers le plan national stratégique de développement, outil par excellence qui traite des causes multiples de la pauvreté et au sein duquel l'agriculture se trouve être un défi majeur dans une économie résiliente à forte croissance inclusive. Le choix de ces assises est d'autant plus stratégique indiqué dans la mesure où la République démocratique du Congo, à l'instar des autres pays de la sous-région, regorge d'un potentiel énorme en termes arables ainsi qu'en ressources fauniques, floristiques, halieutiques et forestières, dont la valorisation et la gestion durable demeurent des enjeux importants pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations, mais davantage assure le développement économique des pays de la sous-région. Pour le système des Nations Unies en RDC, la sécurité alimentaire et nutritionnelle revêt une importance capitale. Notons que la réunion de l'équipe multidisciplinaire est une plateforme d'échange sur les principales réalisations de la FAO en Afrique. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé une séance de travail à la primature avec la délégation de l'inspection générale des finances conduite par l'inspecteur général chef de service. Cette réunion avait pour objectif de renforcer la contribution de l'IGF à l'action gouvernementale, mettant l'accent sur les finances publiques et la gestion des entreprises publiques. Nico Kassanda et Patrick Issou reviennent. Lors de cette rencontre avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka, il a été souligné l'importance du rôle que joue l'inspection générale des finances dans l'optimisation des ressources financières en République démocratique du Congo. Bon, nous sommes venus voir son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement pour apporter la contribution de l'inspection générale des finances à l'action gouvernementale dans les volets finances publiques, gestion des établissements et entreprises publiques ainsi que l'économie nationale en général. Donc nous avions abordé des questions en rapport avec la mobilisation des recettes, la gestion des établissements et entreprises publiques ainsi que certains problèmes économiques. Cette réunion a également permis d'aborder les défis liés au projet de loi des finances pour l'exercice 2025, déclaré recevable par l'Assemblée nationale le vendredi 1er novembre 2024. Nous, en tant qu'Inspection générale des finances, service d'audit placé auprès de l'exécutif, nous avions vu ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons mener comme action pour que le budget 2025 puisse être une réussite? Et c'est aussi parmi les préoccupations que nous avions partagées avec l'autorité. Quelle peut être notre contribution à la bonne exécution du budget de l'exercice 2025, aussi bien du volet rationalisation de la dépense publique que mobilisation des recettes. Cette séance de travail a permis de poser des bases d'une collaboration renforcée entre le gouvernement congolais et l'IGF. La première ministre a exprimé sa volonté de travailler main dans la main avec l'inspection générale des finances pour garantir une gestion rigoureuse des finances publiques.
Autre titre, ouverture le lundi 4 novembre à Kinshasa de l'atelier sur l'identification et la priorisation des investissements en faveur des villes affectées par les inondations. C'est le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani, qui a donné le go. Regardez. Excellence! Au cours de cet atelier, les experts multisectoriels vont élaborer une stratégie de réduction des risques des catastrophes pour mettre en place des mécanismes nationaux et locaux pour la matérialisation de la gestion des risques des catastrophes qui, du reste, bénéficient du financement de la Banque mondiale à hauteur de 200 millions de dollars américains sous la coordination du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Notre pays vient de se doter d'une stratégie nationale des risques de catastrophe, outil par excellence de gestion des risques de catastrophe tant souhaité par nos concitoyens. Cette stratégie articulée en 4 axes stratégiques, elle propose 21 résultats qui sont déclinés en 17 activités prioritaires, lesquels devront être réalisés durant les 6 prochaines années avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Les aspects de coordination, de prévention, de réponse et de relèvement communautaire durable ont été abordés à la grande satisfaction de tous. Signalons que l'atelier a connu la présence des représentants de gouverneurs de 3 villes, provinces touchées par les inondations. En infrastructure, parlant du projet Rocade de Kinshasa, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a réuni les délégations de 3 entreprises qui exécutent ces travaux. Il s'agit notamment de la SICOMIN, la CGT et l'entreprise CISC au centre de leurs échanges. Les 3 facteurs qui constituent d'entrave au bon déroulement des dits travaux. Emni Kambidio signe ce reportage, regardez. Il a été mentionné 3 questions qui entravent la mise en œuvre du programme sino-congolais, dont la construction de Rocade de Kinshasa. Il s'agit du financement des études du projet, la problématique de la sous-traitance et l'organisation du décaissement de fonds. Conscient que la réussite d'un projet dépend des études menées au préalable, Alexis Guissaro a appelé la SICOMIN à disposer 4% du fonds annuel pour ce fait. Ainsi, le ministère des ITP constituera une base de données pour des projets à venir. Il faudra donc faire appel au bureau d'études, car à en croire le patron des infrastructures, l'entreprise qui exécute les travaux sur un projet ne doit pas être la même qui mène les études du dit projet. Pour ce qui est de la sous-traitance, il a été constaté qu'il n'y a pas eu exécution pour 6 projets sur les 9, dont 3 ont été cédés à la partie chinoise, qu'en passant la route Nkamba. Alexis Guissaro a invité la SICOMIN à démarrer les travaux et disposer les fonds pour les entreprises congolaises. Les parties prenantes ont à cet effet un ultimatum d'1 semaine. Quant au dernier obstacle qui est le décaissement, le ministre a appelé les partenaires financiers à disponibiliser les moyens. En société, lutte contre les embouteillages monstres à Kinshasa, le colonel Faustin Numbi, chargé de la sécurité publique de la ville de Kinshasa, a effectué une descente dans le district de la Tchangou pour réguler la circulation des véhicules. C'était dans le cadre d'une opération effectuée conjointement entre la police nationale et la police militaire des FRDC qu'il a menée le lundi 4 novembre suivant. La descente du colonel Faustin Numbi, P3 de la police nationale congolaise, chargé de la sécurité publique de la ville de Kinshasa dans le district de Tchangou, avait pour mission de réguler la circulation routière dans cette partie de la capitale où les embouteillages sont devenus monstres. Le colonel Faustin Numbi a dirigé cette opération mixte, composée notamment de la police nationale et de la police militaire de FARDC. L'objectif est de rendre fluide la circulation du transport. Le P3 de la police nationale congolaise chargé de la sécurité publique a placé 2 éléments de la police nationale et ceux de la police militaire de FARDC, notamment à l'entrée des quartiers Petro-Congo
Pascal ou encore Bitabé dans la commune de Massina. C'est sur instruction du commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba et du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, que le colonel Faustin Numbim est descendu dans les artères de la circonscription de Tchangou, mettant de l'ordre sur la voie publique. Ce travail consiste à faire dégager la route, conseiller et conscientiser les conducteurs des automobiles à ne pas stationner n'importe où et n'importe comment, en prenant langue avec ces derniers tout en leur apportant de l'éducation routière. Autre titre, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a reçu en audience la délégation du Fonds monétaire international le lundi 4 novembre dans son cabinet de travail. Cette institution financière internationale a sollicité l'appui de la Chambre basse du Parlement et son accompagnement dans la mise en œuvre de son tout nouveau programme avec le gouvernement congolais, notamment dans l'exécution budgétaire. Nico Kassanda revient. Après l'achèvement de son dernier programme avec le gouvernement congolais en juillet dernier, le Fonds monétaire international compte lancer un nouveau programme avec la RDC. C'est dans cette optique que cette institution monétaire internationale a dépêché une équipe en mission d'itinérance à Kinshasa afin d'échanger avec les autorités congolaises, notamment par un nouveau programme soutenu de facilitation des crédits du Fonds monétaire international et un autre pour soutenir la politique de la lutte contre le changement climatique. Conduite par Calixte Aokaposé, conseiller au département Afrique, et le chef des missions René Tabsoba, représentant résident du FMI en RDC. Cette délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, assisté du président de la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement, Guy Mafuta, et son adjoint Patrice Kitebi. Cette délégation sollicite ainsi l'appui de l'Assemblée nationale pour accompagner la mise en œuvre de son programme avec le gouvernement congolais, notamment en faisant un suivi particulier des engagements du gouvernement par le suivi de l'exécution budgétaire. Donc nous sommes venus rendre visite au président de l'Assemblée nationale et à ses équipes pour faire déjà le point sur le programme qui a expiré en juillet dernier et puis les objectifs du nouveau programme, et ensuite solliciter son soutien pour aider à la mise en œuvre des nouveaux programmes. Parce que l'Assemblée nationale a un rôle très important à jouer pour la crédibilité du budget, la mise en œuvre du budget, et l'Assemblée y travaille. Donc c'est la question pour nous maintenant, c'est comment est-ce que ces efforts de l'Assemblée nationale peuvent aussi accompagner le programme pour que le programme soit un succès. Très attentif, le professeur Vital Kamerhe a salué la démarche du Fonds monétaire international, a garanti l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement. En santé, baisse du taux de létalité du virus Mpox en RDC pour la semaine 43. Il est évalué à 1,6% contrairement à la semaine précédente évalué à 1,20%. C'est ce que rapporte le ministère de la Santé faisant le point de la situation hebdomadaire. Regardez. Dans la semaine 43, il a été détecté 1017 cas suspects, soit 76,3% de complétude. Sur ces chiffres, 45 cas ont été confirmés, dont 40 au Nord Kivu et 16 décès parmi les cas suspects. Le cumul s'élève donc à 39 501 cas notifiés, 28 929 cas investigués, 15 425 cas prélevés, 8 662 cas confirmés et 1073 décès de cas suspects. Parlons du bilan de la campagne de vaccination qui vient de prendre fin dans les 6 provinces ciblées. Il en ressort que 51 649 personnes ont été vaccinées, soit 112,3% de l'objectif initial, reparti de la manière suivante. À l'Équateur, 5 431 vaccinés. Au Nord Kivu, 13 413 vaccinés.
vaccinés, au Sankoro, 2203 vaccinés, au Sud Kivu, 22 918 vaccinés, au Sud Ubangi, 5500 vaccinés et à la Chopo, 2184 vaccinés. L'on note alors une baisse remarquable dans la létalité. En dehors de nos frontières, pour terminer, journée de vote aux États-Unis ce mardi 5 novembre, alors que les résultats sont attendus dans la nuit. À Diville Notch, 6 habitants ont offert 3 voix à Kamala Harris et 3 autres à Donald Trump. Suivez. Diville Notch, un petit village de New Hampshire, a eu le privilège d'être le premier de la nation à donner le coup d'envoi de la présidentielle américaine. 6 votes depuis et donnant une tendance ex-aequo pour les 2 candidats. Alors que les millions d'autres électeurs américains ont voté au courant de la journée, les dernières estimations des sondages indiquent que Kamala Harris maintient une légère avance sur Donald Trump avec environ 48,2% contre 47,3%. En croire les États-Unis, la marge étant étroite, elle pourrait se traduire par des résultats très variables. Il est dit que les victoires serrées peuvent entraîner un recomptage de voix, chose qui mènera à une longue attente pour connaître le vainqueur de cette élection historique. Signalons que des contestations judiciaires sont envisagées, plus de 100 actions préélectorales en justice ont déjà été intentées par les républicains dans le but de contester la gestion des listes électorales et l'éligibilité des électeurs. C'en est fini pour cette session d'information. En voici le rappel des grandes lignes. La rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État vécue ce mardi. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de congrès du Palais du Peuple en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Les travaux du lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé dans le cadre du processus de Luanda ont débuté ce mardi à Goma. La RDC et le Rwanda y ont été représentés par leur ministre des Affaires étrangères. En dehors de nos frontières, élections présidentielles aux États-Unis, les résultats sont attendus cette nuit. À Diville Notch, 6 habitants ont offert 3 voix à chacun des 2 candidats en lice. Fin complète de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain.